Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous entoure littéralement au quotidien. Notre monde actuel, c'est une immense toile hyper connectée. Oui, tout à fait. Des feux de circulation automatisés aux énormes centres de données qui hébergent le fameux cloud mondial, tout, absolument tout, repose sur une infrastructure numérique et énergétique d'une complexité folle. C'est clair. Et on parle constamment d'intelligence artificielle, d'algorithmes, de données immatérielles. Mais on oublie souvent une réalité assez brutale. Le cloud, en fait, ça n'existe pas. Bah non, ce sont juste les ordinateurs de quelqu'un d'autre. Exactement, ce sont les ordinateurs de quelqu'un d'autre. Et derrière cette espèce d'illusion de magie technologique, il y a un besoin critique, un besoin vital de techniciens capables de construire, de raccorder, de diagnostiquer et surtout de protéger ces infrastructures physiques et logicielles. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Et c'est exactement l'objet de notre exploration d'aujourd'hui. Nous allons décortiquer une formation très spécifique, une formation qui produit justement ces profils hybrides, qu'on pourrait appeler les véritables gardiens de notre infrastructure. Mhm, mhm. Notre focus exclusif aujourd'hui se porte sur le bac professionnel Ciel. C'est une formation proposée au lycée Louis Rascol, qui est situé à Albi. Et petite précision importante pour commencer, l'acronyme s'écrit CIEL, mais ça se prononce tout simplement comme le ciel. Le ciel bleu au-dessus de nos têtes. Voilà, le ciel bleu au-dessus de nos têtes. Un nom poétique, en fait, pour un cursus qui, lui, est extrêmement pragmatique, puisque ça signifie cybersécurité, informatique et réseau électronique. C'est un acronyme qui résume à lui seul en fait toute la convergence technologique de ces 10 dernières années. Complètement. Le lycée Rascol à Albi propose ici un cursus de 3 ans qui, et c'est ça qui est fort, qui refuse de cloisonner les disciplines. C'est une formation qui est généraliste dans son approche de la technologie, mais qui est hyper spécialisée dans ses applications concrètes. Ouais, on ne forme pas plus un électricien d'un côté, isolé, et un informaticien de l'autre. Le but de notre session aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre l'architecture de ce programme et comment il parvient à forger ces spécialistes de l'ombre qui maintiennent nos sociétés en état de marche. Bon, alors, analysons cela en détail, parce que la construction du cursus est assez surprenante, je trouve. Tout commence par la classe de seconde, et ce n'est pas une spécialisation immédiate dans la cybersécurité ou les réseaux purs. Non, pas du tout. C'est une année de tronc commun, en fait. Les élèves naviguent entre deux mondes. D'un côté, le module MELEC, donc les métiers de l'électricité et de ses environnements connectés, et de l'autre, le module Ciel. C'est ça. Donc on a des jeunes d'une quinzaine d'années qui se retrouvent, disons, à manipuler des tableaux électriques industriels le matin et à explorer des architectures informatiques l'après-midi. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas un peu trop lourd d'imposer cette double casquette d'emblée au lieu de les laisser se concentrer directement sur l'informatique s'ils veulent juste faire du code? Alors, ça pourrait paraître lourd au premier abord. Mais si l'on relie cela au contexte global de l'industrie, cette approche pluridisciplinaire, elle est non seulement brillante, mais elle est indispensable. Ah ouais, intéressant. Absolument. Dans les infrastructures modernes, la frontière entre le courant fort et le courant faible, ou entre l'énergie et la donnée, elle a tout simplement disparu. Prends un routeur d'entreprise haut de gamme, ou un serveur LAN dans un data center. Oui, des grosses machines, quoi. Voilà. Ce sont d'abord des équipements électriques qui sont très gourmands. Ils nécessitent des alimentations redondantes, des gros onduleurs, une gestion thermique hyper précise. Mhm. Donc un technicien réseau qui ne comprend pas du tout la charge électrique de son rack de serveur, il court à la catastrophe. C'est vrai que la donnée ne circule pas sans électrons, au final. Exactement. La donnée a besoin de courant. Et ce tronc commun, il permet aux élèves de démystifier complètement cette couche physique. Et surtout, d'un point de vue purement pédagogique, ça évite l'orientation à l'aveugle. Ils savent dans quoi ils s'engagent. C'est ça. Ils testent la réalité du métier d'électricien et celle du technicien numérique pendant une année complète. Et à la fin de cette année de seconde, le choix de s'orienter soit vers la première MELEC, soit vers la première Bac Pro Ciel se fait en toute connaissance de cause. Et j'imagine que les matières générales restent là aussi. Bien sûr, sans oublier le maintien des matières générales, les mathématiques, l'anglais technique, le français, ce ne sont pas des options secondaires. Non, évidemment. Un technicien qui sait très bien configurer un pare-feu complexe, mais qui est incapable de rédiger un rapport d'intervention clair pour son client ou de lire une documentation technique en anglais, il verra son évolution professionnelle sévèrement freinée. Oui, la base généraliste sert donc de vraie sécurité pour eux. Mais alors, une fois cette année commune validée et le choix du bac pro ciel confirmé en classe de première, là on entre vraiment dans le dur. Là, on plonge au cœur du métier, oui.
Le programme se divise alors en 3 grands pôles d'activité. Le premier concerne la réalisation et la maintenance de produits électroniques. Et là, on redescend vraiment à l'échelle du composant. On va au plus près du matériel. C'est ça. Il ne s'agit pas juste de changer une carte graphique en branchant une prise. On parle de concevoir des prototypes, de router des cartes, de manier le fer à souder, notamment pour des composants montés en surface. Et surtout, il y a le dépannage au niveau de la carte mère. Tout à fait. Mais pourquoi aller si loin dans la miniaturisation? Aujourd'hui, quand une carte grille dans un serveur, on la jette et on la remplace, non? C'est ce qu'on fait tous avec nos ordis. Dans le monde de l'informatique grand public, oui, c'est vrai, c'est souvent la norme du jetable. On change la pièce et on n'en parle plus. Ouais. Mais dans l'industrie, dans la robotique ou dans les infrastructures critiques dont on parlait, une carte de contrôle un peu spécifique, ça peut coûter des dizaines de milliers d'euros. Ou pire, elle peut ne plus être fabriquée du tout par le constructeur. Ah oui, l'obsolescence. C'est là que l'intervention au niveau du bare métal, donc vraiment au plus près du silicium, ça devient crucial. Les élèves apprennent à utiliser des outils de diagnostic très pointus. Genre quoi? L'oscilloscope, par exemple. Pour eux, ce n'est pas juste un écran avec des petites vagues vertes comme dans les films. C'est l'outil qui permet de voir la forme d'un signal numérique qui se dégrade à cause, disons, d'un simple condensateur défectueux. C'est fascinant de se dire qu'ils apprennent à lire la signature électrique d'un bug matériel avant même de toucher au moindre logiciel. C'est tout à fait ça. Et avant même de sortir le fer à souder physiquement, la formation intègre l'utilisation de logiciels de simulation électronique. Ah, ils testent sur ordinateur d'abord? Exactement. On modélise le circuit, on teste les tolérances des composants, on vérifie si la conception tient la route virtuellement. Comprendre cette couche matérielle fondamentale, ça leur donne un avantage analytique énorme pour la suite. C'est clair. Quand un système plante, ce technicien-là, il ne va pas se contenter de réinstaller le système d'exploitation en boucle. Il saura aller vérifier si l'alimentation de la puce mémoire est stable, par exemple. C'est super pointu. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'une fois qu'ils maîtrisent cette échelle microscopique, le deuxième pôle les fait passer à une échelle gigantesque, à savoir la mise en œuvre des réseaux informatiques. On change de dimension. Complètement. Au début, on ouvre les machines physiques, on identifie les bus de données, les interfaces de stockage. Mais très rapidement, l'horizon s'élargit. L'objectif n'est plus l'ordinateur isolé, c'est l'interconnexion. Le réseau. Voilà, on parle de configurer des commutateurs industriels, de déployer des réseaux Wi-Fi très sécurisés avec des contrôleurs centralisés, de mettre en place des solutions de téléphonie sur IP ou même de la vidéosurveillance. On est en plein dans le modèle OSI, pour utiliser un terme un peu technique. Il monte les couches du réseau une par une. Et ce qui donne toute sa valeur à ce pôle réseau, c'est vraiment la confrontation avec le matériel professionnel réel. Ouais. Paramétrer un réseau, à ce niveau-là, ce n'est pas juste cliquer sur le bouton suivant dans une petite interface web. Mhm. C'est gérer des VLAN, donc des réseaux locaux virtuels, pour séparer le trafic de la comptabilité de celui des caméras de sécurité, par exemple. Pour ne pas que tout se mélange. C'est ça. C'est comprendre finement le routage des paquets de données. Et je dirais que la compétence la plus impressionnante qu'ils acquièrent ici, ça concerne la fibre optique. Ah oui, justement, la fibre optique. Tirer un câble Ethernet en cuivre, bon, c'est une chose. Mais raccorder de la fibre, c'est de la pure orfèvrerie. Il y a une vraie dimension manuelle qui est extrêmement exigeante. Absolument. Il ne s'agit pas du tout d'emboîter deux petits bouts de plastique. Souder de la fibre optique, c'est utiliser une clivose de haute précision pour venir couper un fil de verre qui est plus fin qu'un cheveu humain. C'est fou quand on y pense. Oui. Et ensuite, il faut utiliser une soudeuse à arc électrique pour fusionner ces deux brins de verre, avec un objectif de perte de signal quasi nul. L'atténuation optique, ça ne pardonne absolument pas les erreurs de manipulation. Si c'est mal soudé, le signal ne passe plus? Exactement. Maîtriser cette compétence hyper physique et la coupler à la capacité de configurer les gros routeurs qui vont gérer le trafic sur cette même fibre, c'est s'ouvrir les portes de toutes les entreprises de déploiement télécom et d'administration d'infrastructures. Ce qui nous propulse du coup vers le troisième et dernier grand pôle qui agit un peu comme le cerveau de toute cette installation, la valorisation de la donnée et la cybersécurité. Le sommet de la pyramide. Voilà. Là, on quitte les pinces coupantes et on plonge dans les terminaux de commande. Les élèves déploient des systèmes d'exploitation complets, du Windows Server, des distributions GNU Linux, et pas seulement sur des machines physiques d'ailleurs. Non, ils font beaucoup de virtuel. C'est ça, ils gèrent de la virtualisation, des hyperviseurs, et on y ajoute une grosse couche de programmation avec du Python, du PHP, et même du code très spécifique pour les microcontrôleurs, comme les petites cartes Arduino ou les gros automates industriels. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est l'intégration native de la cybersécurité dans ces apprentissages. Dès le début, tu veux dire? Dès la première ligne de code, oui. Trop souvent, la sécurité, on l'enseigne comme une surcouche qu'on vient rajouter à la fin,
une fois que tout marche. Un peu comme un pansement. Exactement. Au lycée Rascol, la philosophie est radicalement différente. Quand un élève configure un serveur web sous Linux ou qu'il écrit un script Python pour automatiser une tâche, la question des vulnérabilités est posée immédiatement. Mais concrètement, est-ce qu'on apprend à des lycéens à faire des vrais tests d'intrusion, à pirater des systèmes en vrai? Alors, on leur apprend surtout la modélisation des menaces. Pour sécuriser une architecture, il faut impérativement comprendre par où un attaquant potentiel peut passer. Se mettre dans la tête du hacker. C'est ça. Si un élève configure un automate industriel pour contrôler, je sais pas, une chaîne de montage, il doit comprendre que s'il laisse un port de communication ouvert par défaut, une attaque par ransomware pourrait littéralement paralyser toute l'usine. Ah oui, les enjeux sont énormes. Majeur. La sécurité devient une hygiène de base, ce n'est plus une option. Et c'est là que les profils de jeunes passionnés, ceux qu'on appelle souvent affectueusement les geeks, s'épanouissent pleinement. Ouais, ils doivent adorer ça. L'équipe pédagogique repère très vite ces élèves qui codent déjà un peu chez eux, qui montent des serveurs dans leur chambre, et elle les pousse à développer des projets de fin d'année très complexes, en autonomie presque totale. Et d'ailleurs, cette culture de l'autonomie, c'est vraiment le pilier de la méthode pédagogique globale de ce bac pro. La théorie, bien sûr, elle est indispensable pour comprendre les protocoles réseau ou les lois de la physique électronique. Il faut les bases. Oui, il faut les bases. Mais le temps de cerveau disponible des élèves, il est massivement investi dans les travaux pratiques. L'objectif, c'est l'immersion totale. Ils soudent, ils configurent des baies de brassage entières, ils testent des scénarios de domotique complexes. C'est l'antithèse absolue de l'enseignement magistral passif où on écoute juste le prof parler. Et c'est inévitable dans ce secteur-là. La technologie, elle évolue si vite qu'une documentation apprise par cœur en classe de seconde, elle peut être totalement obsolète lors du passage du diplôme 2 ans plus tard. C'est vrai, ça va tellement vite. La pédagogie doit donc transmettre avant tout une méthodologie de résolution de problèmes. Elle doit forger une vraie culture de l'autodidacte. Apprendre à apprendre, en fait. C'est l'idée. Le technicien de demain, il passera sa vie à chercher des solutions sur des forums spécialisés, à lire des documentations techniques inédites, à tester des configurations dans des environnements bac à sable. D'ailleurs, le fait que les enseignants fournissent des modules basés sur des Raspberry Pi ou des microcontrôleurs peu coûteux pour que les élèves puissent prolonger les expérimentations à la maison, c'est très révélateur. Oui, la passion déborde de la salle de classe. L'école ne se limite plus du tout au mur du laboratoire. Mais bon, même avec le meilleur laboratoire du monde et une motivation débordante à la maison, l'école, ça reste une bulle quand même. Oui. Et c'est là qu'intervient, je pense, le vrai choc de réalité de cette formation. Ils ont 22 semaines de stage en entreprise réparties sur les 3 ans. 22 semaines, c'est un volume impressionnant. C'est énorme, oui. C'est presque une demi-année sur l'ensemble du cursus. On les envoie dans des sociétés de maintenance, chez des installateurs de réseau, dans des services informatiques internes d'entreprise. Et c'est là que l'élève, qui d'habitude configurait tranquillement son petit routeur sur son bureau au lycée, se retrouve dans une salle de serveur super bruyante, devant une baie de brassage où les câbles ne sont plus étiquetés depuis 5 ans. L'enfer du technicien. Voilà. Avec en prime, un client à côté qui exige que la panne soit réparée dans l'heure. La vraie pression, quoi. Et ça soulève une question importante sur la maturité professionnelle de ces jeunes. C'est 22 semaines sur le véritable crash test du diplôme. L'environnement scolaire est contrôlé, aseptisé presque. En entreprise, les contraintes budgétaires, la pression du temps de production, le travail avec des techniciens d'autres corps de métier, tout ça, ça ne s'apprend pas dans un manuel. Il faut le vivre. Il faut le vivre sur le terrain. C'est lors de ces périodes d'immersion que les élèves utilisent des équipements industriels à plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'un lycée ne peut pas toujours s'offrir. Ils y valident non seulement leurs compétences techniques, mais surtout leur savoir-être, leur capacité à gérer le stress d'une infrastructure en panne. Et pour rassurer les futurs employeurs, justement, le lycée Rascol a eu l'excellente idée d'intégrer des validations officielles en plus du baccalauréat lui-même. Des certifications. C'est ça. Les élèves passent des habilitations électriques, parce que sans ces sésames légaux, un technicien n'a tout simplement pas le droit d'ouvrir une armoire électrique en entreprise. C'est interdit. C'est la loi. À cela s'ajoutent des certifications informatiques qui sont souvent très reconnues par l'industrie et qui valident un niveau d'expertise sur des technologies précises, indépendamment du cursus scolaire classique. Et pour le coup, ce sont des accélérateurs d'employabilité remarquables. Un CV de jeune diplômé qui présente déjà les habilitations réglementaires à jour, plus une certification réseau reconnue mondialement, il passe immédiatement sur le haut de la pile du recruteur. Ça met en confiance directe, hein. Ça prouve que le candidat est opérationnel dès le premier jour, sans nécessiter des semaines de formation en interne, juste pour une mise à niveau sur la sécurité de base.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie une fois la ligne d'arrivée franchie? Parce qu'avec une telle pénurie de talents dans le secteur de la tech, de la fibre et de la cybersécurité, on pourrait imaginer que ces diplômés sont happés par le marché du travail dès la seconde où ils obtiennent leur bac pro CIL. On pourrait le croire, oui. Pourtant, les statistiques de ce programme montrent une toute autre réalité. Plus de 80% des élèves choisissent de poursuivre leurs études. C'est massif. Comment on explique ce paradoxe? S'ils sont si bien formés, si opérationnels, pourquoi ne pas signer un contrat tout de suite et gagner leur vie? C'est un phénomène qui est très classique dans les métiers de l'ingénierie et de l'informatique en général. Le bac pro Ciel forme d'excellents techniciens d'intervention. Ils ont les mains dans le cambouis, ils savent résoudre des problèmes concrets et urgents. C'est des faiseurs. Oui, ce sont des faiseurs. Mais très vite, dans de grandes entreprises, un technicien niveau bac peut se heurter à un plafond de verre. S'il veut concevoir des architectures réseau très complexes de A à Z, diriger une équipe de déploiement sur le terrain, ou accéder à des postes d'administrateur système avec de fortes responsabilités budgétaires et décisionnelles, là, un diplôme de niveau bac+2 ou bac+3 est très souvent exigé par les grilles salariales et les ressources humaines. Le bac pro n'est donc pas la fin de la route, c'est vraiment le socle sur lequel il s'appuie. Exactement, c'est un tremplin. Et le parcours le plus naturel, qui est d'ailleurs proposé dans la continuité directe au lycée Rascol, c'est le BTS Ciel. Les élèves restent dans un environnement qu'ils connaissent bien, tout en élevant drastiquement leur niveau d'ingénierie. Et pour ceux qui veulent changer un peu de voie? D'autres bifurquent vers un BTS SEO, par exemple. S'ils veulent lâcher le fer à souder pour se concentrer 100% sur l'administration réseau pure, la cybersécurité logicielle ou le développement. D'autres encore, qui auraient eu un vrai coup de cœur pour la puissance énergétique lors de la classe de seconde avec le module MLS, retournent vers un BTS électrotechnique. Ils ont le choix. Et il y a même une tendance très intéressante qu'on observe, c'est la poursuite d'études vers des filières technico-commerciales. Ah, vendre de la tech, mais en sachant de quoi on parle. Précisément. Une entreprise qui vend des solutions de serveurs ultra sécurisées ou des parcs entiers d'automates industriels, elle va toujours embaucher un commercial qui comprend intimement le fonctionnement des VLAN, de la fibre optique et du matériel qu'il vend, plutôt qu'un profil purement commercial qui se contente de réciter une brochure. C'est sûr. La crédibilité face à un directeur technique chez le client, elle est immédiate. Le courant passe tout de suite, c'est le cas de le dire. Les perspectives sont donc vraiment vastes. Et pour rendre les choses concrètes pour ceux qui nous écoutent, si on s'intéresse aux modalités d'admission de cette formation spécifique au lycée Louis Rascol à Albi, le goulot d'étranglement se situe principalement à l'entrée. Les places sont chères. L'établissement propose 48 places pour intégrer la classe de seconde commune, donc celle qui mêle MLEC et Ciel. Ensuite, au moment du choix crucial en fin d'année, il n'y a que 24 places disponibles pour intégrer la classe de première spécialisée dans le bac pro Ciel. C'est une sélection naturelle assez stricte. La sélection exige donc un dossier sérieux et une vraie motivation pour la tech. Le lycée a d'ailleurs mis en place un portail très bien conçu, formation.rascol.net, où on peut trouver tous les détails administratifs. Mais surtout, et c'est génial, on peut y effectuer une visite virtuelle des laboratoires. Ah, c'est super ça, pour se projeter. Ça permet de voir concrètement les baies de brassage, les équipements électroniques de pointe et les espaces de travail avant même de postuler. Pour synthétiser un peu la valeur de ce cursus, je crois qu'il faut prendre un peu de hauteur. Pendant des années, l'industrie a séparé les métiers de façon très rigide. Le monde physique d'un côté, avec les câbles et les relais, le monde logiciel de l'autre, avec le code et les serveurs. Chacun dans sa case. Voilà. Le bac pro Ciel, il pulvérise littéralement cette séparation. Il produit des profils qui sont profondément hybrides. Ce sont des jeunes qui ne sont absolument pas effrayés par l'idée d'ouvrir le capot physique d'un équipement, de mesurer des tensions sur une carte mère avec un oscilloscope, de fusionner de la fibre optique avec une précision chirurgicale. Oui, ils ont les mains dedans. Et qui, l'heure suivante, peuvent très bien ouvrir un terminal Linux pour analyser les logs de sécurité d'un serveur web et écrire un script Python pour colmater une brèche. Dans le contexte de la transition numérique et énergétique actuelle, cette combinaison d'expertise matérielle, logicielle et sécuritaire, ce n'est pas juste un atout sympa sur un CV, c'est la compétence clé de la décennie. C'est une fusion des compétences qui pousse d'ailleurs à la réflexion pour terminer cette analyse. Puisque ces jeunes techniciens maîtrisent avec une aisance égale la couche physique et palpable des circuits électroniques, l'infrastructure des câbles qui parcourent nos murs et la couche immatérielle des données et de la cybersécurité, est-ce qu'ils ne sont pas voués à devenir les ultimes architectes de confiance de nos infrastructures critiques? C'est une excellente question pour conclure.
Si l'on imagine que demain, la moindre valve de distribution d'eau de notre ville, le moindre compteur électrique ou la moindre caméra d'un hôpital sera un nœud sur un réseau IP, la frontière entre l'acte traditionnel de réparer une machine défectueuse et l'acte hautement sensible de protéger la vie privée de toute une ville risque de totalement s'évaporer. La responsabilité devient immense. C'est une perspective qui donne le vertige, je trouve, et qui souligne vraiment l'importance vitale de former ces techniciens avec ce niveau d'exigence. Gardez un œil sur vos infrastructures de réseau, questionnez toujours la sécurité de vos objets connectés chez vous, et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de ce qui fait tourner notre monde.